Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. On est très heureux de vous avoir tous ici pour cette fièvre du samedi soir un peu particulière. On va parler effectivement de la ville de demain. Et je voulais introduire cet échange avec une citation de Michel Serres, justement, pour resituer un petit peu dans le contexte. Michel Serres qui disait « J'ai toujours imaginé que la ville avait inventé la séparation ». Et aujourd'hui, plus que jamais, en réalité, cette phrase, elle peut paraître un peu étonnante à l'époque où on a une majorité de la population mondiale maintenant qui vit en ville, où d'ici 2050, je pense que ça sera 7 ou 8 personnes sur 10 qui vivront dans des milieux urbains. Là où la ville, c'est l'endroit du contact, du corps à corps, du commerce depuis toujours, ici même à côté de la Garonne où passaient les bateaux, il y a toujours eu un lien en fait entre l'urbanisation et le lien. Pourquoi est-ce que la ville est à ce point-là marquée par la séparation ? On a pu le voir, je pense, tous et toutes à l'époque du confinement, où on voyait de plus en plus se révéler des fractures sociales à l'intérieur de la ville entre les mal logés et ceux qui avaient la possibilité de se réfugier dans une maison de campagne ou dans un pavillon en banlieue. La ville est devenue depuis une sorte de totem de la modernité rejeté par certains. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dès qu'elles ont les moyens, vont essayer de fuir la ville ou en tout cas d'en aménager un petit peu les contours, le week-end, en vacances. Et d'ailleurs, Michel Serres lui-même disait que les bourgeois sont les premiers à vouloir aller se dépayser. Donc quand j'habite dans un bourg, donc que je suis bourgeois, je vais aller me changer d'air, je vais me transplanter ailleurs. Là où le paysan, dit-il, est toujours un peu partout chez lui, puisqu'il n'a jamais été dépaysé. Il a toujours son pays. En réalité, cette question de l'urbanité, elle est centrale, parce que à une époque où la transition écologique, les crises écologiques, les questions d'urbanisation très rapide vont poser à tous et à toutes la question du bien ou du mal logement. La question de savoir comment réimaginer la ville demain est centrale, d'autant plus qu'elle semble aujourd'hui à la fois inévitable et en même temps un peu indésirable. Est-ce qu'on peut encore sauver la ville de demain ? Est-ce que demain on vivra tous en ville ? C'est la question qu'on va envisager ce soir. Alors, je suis accompagnée de François Pitty, qui est ingénieur de formation, qui a fondé la division prospective de Bouygues Construction, et qui a fondé il y a maintenant une semaine le cabinet de conseil en innovation urbaine Audacity Strategies. Et à côté de moi, on a aussi un enfant du pays, Aurélien Coulange, qui a été associé à Jean Nouvel, qui est aujourd'hui architecte au cabinet Jean Nouvel et qui travaille sur des chantiers urbains, des projets urbains en Chine, au Moyen-Orient et en France. Et je suis très heureuse de les rassembler ce soir. Et pour démarrer un peu, pour affûter notre questionnement, je suis retombée sur cette citation du Corbusier, donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a le mérite de nous faire réfléchir, qui dit que une maison est une machine à vivre. Une maison doit être l'écrin de la vie, la machine du bonheur. Alors, je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'on peut dire la même chose de la ville ? Est-ce que la ville est une machine à vivre ? Et qu'est-ce que ça veut dire habiter la ville ? Je ne sais pas qui veut... Merci beaucoup Apolline pour cette présentation. Merci beaucoup à tous les organisateurs de cette rencontre philosophique, Michel Serres, de nous accueillir ce soir. C'est un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir venir parler avec toi François et puis avec toi Apolline de ce sujet. Merci pour ton introduction. Je trouve qu'elle est bien vue. Elle est bien vue et puis elle ouvre un spectre large. Elle ouvre un éventail large de questions, de sujets qui vont nous intéresser et dans lesquels on va pouvoir plonger ensemble ce soir. C'est pas rien de commencer à parler du Corbusier. Parce que le Corbusier, finalement, c'est quand même le personnage fondamental qui nous a tous marqués
au XXe siècle, nous autres acteurs de l'architecture, de la ville, et qui a inventé dans sa modernité à l'époque l'idée de ce qu'est être moderne. Donc il nous donne là une définition qui, oui, est formidable. Une maison, c'est une machine à vivre. La maison doit être l'écrin de la vie, la machine du bonheur. On entend des mots qui sont quand même un peu étonnants. Machine, machine, répété 2 fois. C'est une vision qui appartient, je pense, déjà à un passé du XXe siècle. Et même s'il y a des mots intéressants autour du bonheur, autour de l'écrin, c'est malgré tout une vision qui est la vision de cet architecte à ce moment-là, et qui n'est pas fatalement une vision liée à la question de la ville et à la question de penser la ville. On se rappelle que Le Corbusier, c'était évidemment un architecte formidable qui nous a tous marqués, mais c'est aussi un architecte qui a réfléchi à la question de l'urbain, qui a été urbaniste, et dont son approche et ses plans sont plutôt inquiétantes aujourd'hui. Je pense au plan voisin. Corbu, il a pensé à un moment qu'il fallait raser les 4 premiers arrondissements de Paris pour tailler des grandes voies, des grandes autoroutes et faire bâtir des grands immeubles qu'on qualifierait d'immeubles de banlieue aujourd'hui. Et de cette façon-là, je trouve que poser la question de Corbu, finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, où les questions que tu as posées sur le rapport à la nature, sur le rapport à habiter nombreux et de plus en plus dans la ville, dans des conditions qu'on veut tous agréables, lumineuses, dans le lien, sont fondamentales dans ce contraste. Et c'est une introduction qui est parfaite. Je trouve aussi que c'est une parfaite manière de pouvoir nous reconcentrer sur la raison d'être de cette discussion ce soir, qui est la mémoire et finalement la pensée autour de Michel Serres, dont on sait qu'il est un grand humaniste et qui, je pense, est une pensée qui nous unit aujourd'hui, et certainement plus largement qu'autour de la table. Et en fait, lui, pour habiter, j'ai retrouvé dans son livre Habiter de 2012 une citation au départ que je trouve très intéressante pour rebondir sur cette citation et cette vision de Corbusier. Lui, pour habiter, il a dit une chose, il dit « Faites-moi pour habiter un dedans d'origine, faites-moi un dehors accueillant et des sorties non dramatiques. » Alors ça peut paraître peut-être un peu poétique, un peu abstrait, mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'un dedans d'origine, c'est un dedans qui est particulier et qui est lié au lieu, qui est lié à la spécificité de chacun, et qui donc n'est pas lié à une répétition ou à une homogénéisation pour des questions de rapidité et des questions de temps dans lequel le développement doit exister. Faites-moi un dehors accueillant, ça veut dire en rapport à la nature, probablement en rapport aux arbres, en rapport à la lumière. Et moi, ce que je préfère dans cette citation, c'est des sorties non dramatiques. Et là, on arrive sur la question de la ville. Parce que des sorties non dramatiques, c'est plus habiter, c'est cohabiter. Et cohabiter, je crois que c'est la question qu'on va se poser ce soir. À savoir, penser la ville de demain, c'est penser comment on peut cohabiter. À quel endroit on se retrouve, à quel endroit on crée du lien avec nos congénères, nos concitoyens, et comment on fait pour que la ville, qui doit être exprimée par ses vides et par l'espace public, devienne le potentiel, la scène du cohabiter. Voilà. Est-ce qu'il y a une réaction sur la machine à vivre de ce côté ? Oui, alors, bonjour à toutes et tous, et puis merci aux rencontres pour cette invitation. Alors j'ai eu la même réaction, je veux dire, sur le machinisme, on peut se répéter effectivement, qui est évidemment cette vision du Corbusier un peu fonctionnaliste qu'il avait, qui a une influence considérable évidemment dans les dernières décennies. Et effectivement, d'un point de vue personnel, c'est pas forcément effectivement le mot qui va m'attirer le plus. Par contre, la dimension d'écrin, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la dimension d'écrin parce que l'écrin de la vie, il dit. Exactement. Et je trouve qu'on a besoin de plus en plus, je veux dire, malheureusement aussi d'ancrage, d'écrin, de cocon, de réconfort.
Alors cet ancrage, à quel niveau est-il? Parce que en préambule, il y avait cette double question sur la maison dans la citation et la ville dans la question. Le sentiment, effectivement, c'est que lorsqu'on parle d'habiter, c'est souvent deux acceptions. L'acception qui est résider, loger, demeurer, donc qui est très passive, c'est d'être posé quelque part. Donc c'est éminemment passif. Sans interaction, parce que tu parlais, Aurélien, d'interaction. Là, pour le coup, on n'est pas dans l'interaction, on est dans l'adresse. Quelle est votre adresse? Voilà, il y a une deuxième acception qui, je pense, est plus proche, effectivement, des visions que se trouve dans cet ouvrage remarquable qui est Habiter, de vivre. Et donc, habiter, c'est aussi vivre, et c'est aussi interagir. Et j'avais lu en fait moi cet ouvrage quand j'ai rejoint effectivement, j'ai créé un département en prospective d'un groupe de construction. J'ai essayé d'inviter sans succès, j'ai pas les bonnes personnes, Michel Serres, donc malheureusement j'ai jamais rencontré, j'ai jamais pu l'inviter parce que j'aurais voulu. Ce livre m'a vraiment profondément impacté parce que la définition d'habiter qu'il récèle montre cette définition de coexistence, d'interrelation à toutes les échelles. L'échelle de la pièce, de la maison, mais aussi du quartier, de la ville. On a un vice-président d'agglomération qui nous a salué tout à l'heure. C'est cette dimension, effectivement, de l'agglomération qui fait lien. Elle se fait à ce niveau. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la multidimensionnalité des interactions. Ce n'est pas seulement des interactions fonctionnelles, ce sont des interactions sociales, émotionnelles, d'écoute. Et c'est pour moi, effectivement, je trouve cette interaction qui fait ville. Puis il y a une dimension, je pense, qui est mentionnée dans cet ouvrage, moi, qui m'avait frappé, que l'on voit de plus en plus, c'est ce besoin de nature en ville, on parlait de sortir pendant la période du Covid, de sortir de la ville. Et cette dimension qui est appuyée, qui est, je pense, importante, de relation avec le vivant, avec la nature. On a monté ces escaliers prestigieux en voyant les animaux dans la ville d'Agen. C'est en relation avec le vivant. Et je pense, pour finir, pour moi, la ville n'est pas seulement minérale, elle doit être aussi vivante. Et je terminerai sur un dernier sujet. Je parlais de passivité de manière négative tout à l'heure, en disant résider, loger, demeurer. Mais je pense qu'il y a une passivité positive. C'est, si je retourne le terme habiter, être habité. Être habité de la ville, c'est ce que les Romains appelaient l'esprit. Bon, j'ai perdu mon latin, mais l'esprit des lieux, je crois. C'est Loci anima, merci Aurélien. Et qui est l'esprit, et donc là, se laisser infuser. Donc là, c'est passif, mais c'est une passivité positive, parce qu'il y a vraiment une osmose avec un lieu. Et je pense que ce qui manque parfois, c'est aussi être habité par la ville. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ces lieux dont on a l'impression qu'ils sont désertés et où on ne saurait pas vraiment dire s'il y a une ambiance. Et cette notion d'atmosphère, d'ambiance qui va être propre à une ville ou propre à une région, en réalité, on voit qu'elle est un peu passive et un peu active dans le sens où si elle est désertée, elle ne donne pas envie d'être investie, mais à l'inverse, si elle n'est pas du tout investie, on n'a pas envie d'y aller. Mais il y a quand même quelque chose dans ce que vous dites, moi, qui me chiffonne un peu, c'est que quand on regarde concrètement pourquoi la ville existe, c'est d'abord pour des raisons utilitaires. C'est qu'on sait l'être humain s'est rassemblé en agglomération pour travailler plus facilement, pour échanger plus facilement. Donc on n'a pas fabriqué les villes par plaisir, entre guillemets, et pour faire une expérience du vivre ensemble. D'abord, on l'a fait parce qu'on en avait besoin. Donc cette dimension très fonctionnelle que vous dénoncez un peu chez Le Corbusier, ce machinisme, en réalité, il travaille un peu la définition de la ville. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de contraintes fonctionnelles, et économiques, bien sûr, d'accessibilité. Donc il y a cette idée de toujours quand même créer un endroit qu'on habite, certes, mais toujours sous contrainte d'être fonctionnel, d'être utilitaire, etc. C'est quelque chose quand même qui est inhérent à la définition d'une ville qui fonctionne. C'est une bonne question. Moi, je ne pense pas que la raison de la ville soit exclusivement utilitaire. La vie est utilitaire. Il y a besoin d'une question de logistique et de logique utilitaire.
Mais à mon avis, la ville et la raison de la ville, c'est le croisement de cette raison utilitaire liée au travail, liée à l'expansion, liée au nombre d'une société, d'une population qui grandit, mais qui est systématiquement, toujours, superposée à une question de géographie et systématiquement liée à une question de paysage. La ville se crée à un endroit et se crée différemment selon l'endroit où elle va se créer à tel ou tel endroit de la planète. Pour autant, il y a des fils rouges. C'est souvent pas loin d'un fleuve, c'est souvent pas loin de ressources, c'est souvent pas loin de facilités pour créer du travail, créer de la richesse et créer du confort. Et de ce fait-là, se permettre d'inventer, parce que c'est une superposition, c'est pas une exclusivité, des intérêts qui dépassent ces raisons fonctionnalistes. Évidemment que la fonction est une, une nécessité. Il n'est pas question de penser la ville comme tout projet en commun sans la question de la fonction. On a besoin de la fonction, c'est une nécessité d'y répondre et d'y répondre correctement. Et aucune attaque à Corbu. Heureusement qu'il a été là. Heureusement qu'en son temps, il a répondu à une question d'expansion et de grande augmentation de nombre de personnes dans la ville et dans le milieu urbain. Il fallait bien loger toutes ces personnes avec des préoccupations qui étaient hygiénistes à ce moment-là et qui ont été nécessaires pour une amélioration générale des sociétés. Le sujet, c'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire ainsi. Le sujet, à mon avis, et l'opportunité là, c'est aujourd'hui de se poser les questions qui sont les questions d'aujourd'hui en 2025, qui intègrent les questions du passé, mais qui ne sont pas ce qui devrait être loi et rôle, obligation stricto sensu. Une réaction sur cette question du fonctionnalisme en urbanisme ? Alors c'est vrai que je rejoins sur l'émergence de la ville il y a quelques milliers d'années. C'était effectivement strictement fonctionnel. C'était l'émergence des sociétés agricoles, il y a 6 000, 7 000 ans, sur des foyers céréaliers. Et de stockage. Ensuite, il a fallu défendre parce qu'on a commencé à attaquer ces richesses. Il a fallu défendre, se défendre. Donc c'était se défendre, stocker, cultiver. C'était éminemment fonctionnel au tout début. Donc il n'y a pas eu, je pense, un élan global en se disant il faut qu'on se retrouve tous ensemble. Donc il y a eu ces éléments fonctionnels dans le monde entier, dans les différents continents, qui ont créé il y a 6 000 et 7 000 ans ces premiers foyers urbains. Et après, effectivement, ces populations qui se côtoyaient, effectivement, ont appris à vivre ensemble, à partitionner quelque part. Donc là, c'est une autre fonctionnalité, c'est comment on se répartit les tâches entre nous. Et effectivement, depuis l'après-guerre, ce débat qui est assez exacerbé aujourd'hui, évidemment, sur la fonctionnalité, le fonctionnalisme, et sa projection spatiale, puisque c'est ensuite les fonctions, il faut bien le fait de s'éduquer, de se soigner, d'apprendre, de consommer, elles sont là, mais comment est-ce qu'elles sont agencées dans l'espace? Ça, c'est un vrai sujet, un vrai débat. La citation de Michel Serres en préambule, effectivement, est assez frappante, parce que dire ville et séparation, c'est presque, ça prend au tripes, puisqu'on s'est dit, justement, la ville, ça devrait être justement un réseau social physique. On a beaucoup de réseaux sociaux numériques, peut-être parfois un peu trop. On a besoin d'un réseau social physique. La ville, ça pourrait être ce réseau social physique. Et cette citation de Michel Serres, effectivement, interpelle en se disant, il parle de juxtaposer ville, qui est éminemment sociale par définition même, parce que c'est un regroupement de personnes, et séparation. Donc, et ça interroge, effectivement, et je pense que ce sont des questionnements qui appellent effectivement des réflexions. Comment on crée du lien, l'hybridation des fonctions, des espaces, la réversibilité, la mutabilité, plus de dialogue, alors, des sujets évidemment éminemment sociaux. Mais on a vu se cristalliser, effectivement, donc je rejoins pour revenir effectivement à la question sur le Corbusier et le fonctionnalisme. Oui, c'est vital d'avoir ces fonctions, quelque part, de vie, d'apprentissage, de soins. La question, effectivement, c'est comment elles sont mises, quelque part, en musique spatialement, et comment est-ce qu'elles créent aussi, à l'heure où il y a de plus en plus, on le voit dans le monde numérique, une partition, c'est chacun dans sa bulle. Est-ce que la ville peut être un contre-pied, quelque part, une sorte de forum? Il y a des alcôves numériques, et d'avoir une sorte d'agora physique qui remplace.
Quand on voit quand même que de plus en plus souvent, le mobilier urbain est fait pour ne pas créer d'hospitalité spécialement. En tout cas, il y a une méfiance en tout cas envers des populations qui investissent l'espace public en ville aussi. Et je pense qu'il y a aussi pas de réseau social, mais il y a certes les habitats, il y a les commerces, et puis il y a cet espace public indéterminé qui est la rue, les parcs, les endroits qui ne sont pas strictement dédiés à une fonction autre que celle de juste être dehors ensemble. Et c'est vrai que l'œil contemporain, il n'a plus l'habitude de voir des groupes de personnes, par exemple, qui sont immobiles à un endroit, des enfants qui jouent tout seuls dans la rue. C'est pas des choses qu'on voit beaucoup. Du coup, quelle forme il prendrait ce réseau social? Est-ce qu'il faudrait retrouver un peu ces espaces communs, du coup, c'est recréer du commun en ville? Je vais dire et puis laisse Aurélien. Mais je pense, alors, je suis toulonnais d'origine, je vis à Paris en ce moment. Et il y a quelques mois, il y a à Paris, sur la place du Châtelet, qui est une place très centrale, toujours déserte, où il ne se passe rien, des événements maintenant culturels de manière régulière. Et on commence à voir des gens qui se parlent, et je trouve que, c'est très simple, c'est anecdotique. Ça m'a frappé ces derniers mois parce que je passe de temps en temps dans cette place et je me dis quel dommage, les gens se traversent cette place, personne ne se parle. C'est presque orwellien. Et là, il y a ces événements de temps en temps où il y a provoqué en fait. Donc c'est pas spontanément, les gens ne vont pas venir spontanément sur cette place parce qu'effectivement il y a un carrefour pas forcément très pratique, mais ont été créés des sortes de catalyseurs de liens, de dialogues, de rencontres. Et je pense que c'est pas antinomique, c'est pas parce que de manière latente, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous ont envie aussi d'avoir une dimension, une relation sociale encore plus épanouie, mais d'avoir un catalyseur, comme quand on est invité, parfois on reçoit l'invitation, on est content de l'avoir reçu, et on ne va pas spontanément rencontrer les uns et les autres, et d'avoir cette invitation à occuper les lieux. Et les lieux, pour revenir, Apolline, à votre question, les lieux, les communs, enfin les lieux partagés, publics, je trouve que ça peut être un des vecteurs, ce ne sera pas le seul, parce qu'il faut un ensemble, je pense, à tout un spectre, mais d'aiguillons pour essayer tout simplement de reprendre ce contact avec son voisin, ce qui manque parfois. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, j'ai envie, pour rebondir sur ce sujet de qu'est-ce qu'on fait de l'espace public, qu'est-ce qu'on fait du vide, est-ce que le vide c'est rien? En fait non, le vide c'est tout, et c'est là que ça doit se passer. Ça passe par la conscience de chacun qu'on peut inventer des choses, et j'ai juste envie de parler de ce qui se passe là, et de ce qui se passe là, et de ce qui se passe à Agen aujourd'hui. Regardez autour de cet événement qui nous réunit tous. Alors effectivement, on a la chance d'être encore porté par le grand Michel Serres. Effectivement, il est là comme un protecteur, comme évidemment une pensée géniale et un génie humaniste et bienveillant. Ses yeux le disent encore ce soir et nous portent tous. Mais pour autant, c'est l'action aussi de tous les acteurs qui nous réunissent ce soir et qui montrent, il suffit de regarder ce qu'est cette place de la mairie à la croisée du théâtre, du musée, de la mairie, du café du coin, de l'école et de quelques habitations. En fait, on va se rencontrer, on va se parler avec de petites tentes éphémères, avec de l'opportunité de créer du lien et de faire du vide qu'on appelait du rien, en fait, un lieu d'urbanité au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens d'avoir conscience de l'autre et d'être gentil avec l'autre. Voilà. Et si on élargit ça, je pense que la nécessité d'intégrer au projet urbain et à la question du développement urbain, qui en fait est un mot pragmatique et dont on a besoin, mais j'ai la conviction profonde que cette conscience-là doit être intégrée au moment de la pensée du projet urbain. Voilà. Et que c'est possible en pensant l'espace public, et ça se passe d'abord là, parce qu'ensuite ça irradie tout le reste. C'est intéressant, ça me rappelle aucun rapport avec l'urbanisme, mais le livre de Peter Brook sur le théâtre qui s'appelle L'espace vide, où il parle justement de ce qui se passe quand on instaure un vide. Et c'est vrai que dans la définition même en fait de la politique, il y a police, c'est la cité en fait. Enfin, initialement, une démocratie, c'était
un lieu où il était possible de parler, d'argumenter, même de se voir, se reconnaître les uns les autres. Et d'ailleurs, il y a énormément de questions, sans entrer dans le détail, mais sur la place des femmes, par exemple, dans l'espace public, dans la ville, ou des personnes, ou des jeunes, où en fait, chacun essaye de trouver sa place dans la ville. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce qu'on voit que la question démocratique, elle traverse l'urbanisme, et je pense que vous êtes bien placés pour le savoir tous les deux, de voir comment dans une société démocratique, on va pouvoir à la fois garantir un accès au logement à tous, et en même temps aménager une forme de liberté d'accès à la beauté, au confort, et donc une différenciation. Donc on n'est pas dans un pays où tout le monde va avoir le même logement, mais comment imaginer dans la ville de demain, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, une ville de demain qui soit, pour reprendre les mots de Michel Serres, moins dans la séparation, et qui soit en tout cas un reflet d'une démocratie qui fonctionne en fait. Formidable. De parler de ça, formidable. Et la référence au livre sur le théâtre, formidable et brillante. La place de la mairie est une scène de théâtre. Et effectivement, la démocratie et l'égalité se pensent sur la scène de théâtre et se met en scène sur la scène de théâtre. La ville, c'est et la scène et le miroir de cette démocratie. La scène parce qu'on peut l'inventer, et le miroir parce qu'elle nous renvoie les réussites et aussi les dangers. Et c'est intéressant, je pense que chacun l'a en tête, en particulier aujourd'hui, où la démocratie, on ne sait plus trop, pour reprendre l'actualité, si elle est solide, liquide, gazeuse ou peut-être disparue. Mais en tout cas, c'est là que ça va se passer. Et ça va se passer là, effectivement à la rencontre et avec la nécessité pour chacun de pouvoir habiter. Mais ça permet, moi, de partager une conviction, c'est qu'aujourd'hui, on est deux acteurs du monde de la construction, et effectivement, c'est formidable. Mais ça ne suffit pas. Et la ville, dans sa projection, dans sa vision et dans sa nécessité à être développée, doit être pensée par beaucoup d'autres disciplines, et d'abord par l'action politique, et par la vision politique, et par l'engagement des chargés et des politiques dans chacune des villes, pour s'engager personnellement, pour pouvoir inventer dans le lieu dans lequel ils sont des réponses qui vont dans le sens de faire développer cette scène pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. C'est ce qui fait qu'on n'aura pas des bancs avec des clous pour empêcher, tu en faisais référence tout à l'heure, et qui sont, oui, pour des raisons bassement logistiques et fonctionnelles, on comprend à quoi ça sert, mais on n'est pas très content de les avoir chez nous. Non, mais effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit par Aurélien. C'est pour moi, cette dimension de faire lien dans la ville, de faire corps, plus que jamais en ce moment, d'essayer d'avoir, alors on parle d'espaces communs, quelques intersections, on ne demande pas d'avoir tout en commun, mais donc des espaces, ça peut être pas mal, des espaces de dialogue. Essayer d'avoir aussi une vision, en tout cas une projection, je pense que c'est important, plus que jamais on est happé par parler de ce monde numérique, par la vélocité, par la fulgurance, tous les changements, et de se dire comment est-ce qu'on arrive au moins à avoir un cap pour une ville, un territoire, un ensemble de personnes. Et je pense que c'est une vraie difficulté, on ne l'a pas naturellement, parce qu'on est pris dans notre quotidien, et se dire comment est-ce que dans 3 ans, Agen, Singapour, Londres, Paris, se projettent, même si le cours des choses va faire qu'il va y avoir des événements dans 2 jours, dans la semaine prochaine, je pense que c'est un sujet social, sociétal qui peut faire, pour revenir à la démocratie, corps, c'est-à-dire qui peut amener effectivement un ensemble d'habitants, de résidents, de voisins dans cet élan. Je me rappelle, dans ma vie antérieure, on avait un certain nombre de projets urbains. On avait créé un jeu, on avait appelé ça City Play, donc qui est basé sur le théâtre d'improvisation. J'étais très mauvais, mais bon, c'était ma revanche. Et donc, on choisissait une quinzaine de personas sur monsieur ou madame le maire, junior, senior. Et on essayait d'imaginer la ville, un bout de ville, avec les habitants, avec des étudiants, avec des retraités, et on passait une journée à essayer d'imaginer. Alors, ce qui était très difficile, en fait, parce qu'au début, personne n'arrivait à garder son sérieux en se disant « Non, mais là,
ne va pas s'imaginer en 2030, 2040. Donc il a fallu se désinhiber. On a fait une trentaine de ces projets et c'était assez amusant parce que le fait, et je voyais parfois des maires de villes voisines qui ne se parlaient pas beaucoup, on va dire, parfois, qui étaient là et qui avaient ce projet pour cet ensemble urbain qui commençait sous l'aspect ludique à se projeter sur une vision de la ville demain, d'après-demain, et qui revenaient ensuite à 2017, 2018, qui revenaient à leurs projets urbains. Mais ça permettait au moins d'avoir cet élan. Alors, je ne sais pas si c'est de la démocratie, mais c'était au moins d'avoir quelque chose de commun. Et je pense que c'est peut-être cette projection qui fait défaut parfois. Ça me fait penser à une remarque que me faisait quelqu'un. Je racontais le sujet de la table ronde, et quelqu'un me disait, non mais demain, de toute façon, la planification urbaine, elle va être faite par de l'IA. Parce qu'on va pouvoir optimiser en fait la distribution des voies, des ressources. Ça va être des smart cities de toute façon, parce que je parlais de la ville du futur. Et donc forcément, c'est vrai qu'on a ce fantôme ou ce spectre comme ça de l'intelligence artificielle aujourd'hui, du solutionnisme technique en fait aux problèmes posés par la ville. Alors que pour vous, d'après ce que je comprends, c'est vraiment il y a un projet de société et il y a aussi une dimension, et c'est là où je pense que ça se joue aussi un petit peu, une dimension d'accès à une forme de bonheur. On dit des gros mots, hein, on est aux rencontres philosophiques ce soir. Tout à l'heure, Le Corbusier parlait de bonheur, mais une phrase de Stendhal, puisque je continue à citer des noms, c'est le festival, mais je crois que Stendhal disait que le beau, c'est la promesse du bonheur. Et cette idée que, en fait, la ville est aussi là pour garantir, peut-être, ou vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, hein, une forme de possibilité du bonheur ensemble, là où pourtant tout nous sépare et qu'on a envie la plupart du temps peut-être de taper sur son voisin, mais pourtant la ville peut nous permettre du bonheur. Est-ce que vous souscrivez à cette idée-là, et quel rôle va jouer le beau, par exemple, dans cette question ? Magnifique. Parler du beau, magnifique. Hein, le beau sauvera le monde, a dit un certain, il me semble. Avant ça, juste une petite aparté sur l'IA. Parce que quand même, c'est un sujet extrêmement important. Restons-y. Juste avant de rebondir sur le beau, mais on pourra... L'IA, je crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est formidable, l'intelligence artificielle arrive. Pour moi, c'est un stylo de plus dans toutes les couleurs disponibles pour pouvoir travailler. L'IA ne remplacera pas. L'IA sera un outil disponible pour ceux qui désirent se mettre autour de la table et inventer. L'IA n'inventera pas la ville, elle aidera certainement, comme elle le fait déjà sur tout un tas de paramètres, à aller plus vite, à réfléchir plus fort, à avoir une analyse plus pointue, plus poussée, et tant mieux, tant mieux. Mais ne nous trompons pas, de mon point de vue, elle ne remplacera pas. L'IA ne peut pas inventer, parce que par définition, c'est l'homme qui a inventé l'IA, donc l'homme continuera à inventer. Je reste un peu optimiste de ce point de vue-là, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir et entendre aux dérives. Comme tout outil, dérive il y a. Hein, ce n'est pas à une spécialiste de philosophie. Quand on invente l'avion à réaction de 800 places, on invente l'accident qui fait qu'il y aura 800 morts, malheureusement, quand il va tomber. C'est la même chose. L'IA, il y aura du négatif potentiellement, j'en doute pas. Mais, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de réfléchir au beau. Parce que le beau, et je crois que c'est un paramètre, que c'est un élément, un point de réflexion qui, pour le coup, est parfaitement incompatible avec l'idée d'une artificialisation qui pourrait se remplacer, qui pourrait prendre la place d'eux. Il n'y a que nous qui pouvons, nous les hommes, l'humanité et la société, qui peut décider à un moment d'intégrer cette question du beau et de le mettre au cœur de la réflexion du projet, pas pour un beau désuet qui appartient à chacun. Je parlerai plutôt d'un beau dans une dimension objective et du large spectre que cela permet.
Le beau, c'est une question d'attitude, c'est une question de respect, c'est une question de considérer le beau dans un rapport à la nature, vouloir intégrer la lumière, vouloir intégrer ce qu'on regarde, vouloir intégrer ce qu'on regarde ici comme quelque chose de différent que ce qu'on va regarder ailleurs. Mais le beau, c'est aussi les mains, le savoir-faire, les métiers, le respect pour des métiers larges et nombreux dont on a besoin pour réaliser le beau. Le beau, c'est de considérer, de prendre le temps de se parler, de s'écouter. Et puis, je crois, n'ayons pas peur, parce que le beau, c'est aussi une dimension économique. On est français. Si le beau n'existe pas en France, on n'est plus français. Mais c'est important de se dire ça, parce que le beau crée de la valeur. Et c'est pas un gros mot que de dire qu'on crée de la valeur. C'est pas un gros mot. C'est pas parce qu'on parle de notions, je dirais, oui, de cet humanisme et de ce désir d'être ensemble et de penser une société meilleure pour tout le monde, qu'elle est incompatible avec une réalité chiffrée, une réalité, osons le dire, d'une forme de rentabilité exacerbée. Autant le faire avec ces dimensions urbaines au sens premier du terme. Une réaction sur cette question de l'IA et du beau spécifiquement? Alors pour l'IA, effectivement, moi personnellement, alors je l'utilise parfois, j'ai pu l'utiliser dans certains projets. Je pense que je rejoins le constat que c'est un outil. Et comme tout outil, effectivement, il peut être vertueux, il peut être... Et c'est ça peut-être qui le distingue des outils précédents, c'est la fulgurance, sa puissance. Donc il faut manier effectivement avec précaution. Je pense qu'il peut apporter de belles choses s'il est contrôlé. Mais effectivement, après c'est un outil qui a ses limites. C'est-à-dire dans les années 60, quand ça a été conçu, c'était des réseaux neuronaux, donc s'inspirant du cortex visuel que certains scientifiques ont développé l'IA. Et donc c'est un outil statistique, c'est-à-dire qu'on parlait de projection dans le futur, d'utopie, de rêve. L'IA, par définition, elle va aller piocher dans le passé, elle va faire une pondération, et puis ça va être très intelligent, forcément. Un peu de sensibilité quand même dans le choix des termes, mais c'est un outil statistique. Puissant, mais statistique. Donc, après, tant qu'on en est conscient, c'est bien de l'avoir en tête. Par contre, effectivement, sur la projection, je pense qu'elle reste encore éminemment humaine et ça n'empêche pas de conjuguer, effectivement, avec l'IA. Et concernant ensuite, effectivement, le beau, moi, je trouve qu'effectivement, quand on parle de beauté dans les projets, dans l'architecture, dans les projets urbains, ce qui me frappe, c'est souvent au détriment de... Ah, mais c'est au détriment de quoi? Ça va coûter combien de plus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va enlever? On enlève la fonctionnalité, c'est toujours au détriment. Et ça me frappe parce que quand je pense au développement durable, c'est-à-dire qui a été conceptualisé dans les années 80, au début c'était 3 piliers, c'était les piliers économiques, environnementaux et sociaux dans les années 80, avec le rapport Rutland. Et puis dans les années 90, alors on ne sait pas qui, ça reste mystérieux, mais la représentation était différente, c'était 3 cercles. Et maintenant, ce sont 3 cercles, le développement durable. Et le développement durable, c'est l'intersection des 3 cercles. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois vertueux sur l'environnement, vertueux, tu vas en parler, au niveau économique et vertueux au niveau social. Donc il faut les 3. Et on peut se dire, mais comment ça se fait que ça ait décollé alors qu'on l'a représenté, au lieu d'avoir 3 piliers, on l'a représenté en 3 cercles. Il fallait cocher les 3. Et je pense sur le beau, pour moi, c'est assez proche. Il y a un débat en ce moment, j'ai eu le plaisir d'être auditionné par la Commission européenne sur un projet qui s'appelle New Bauhaus, où il y a une dimension fonctionnelle sur l'urbanisme, mais aussi esthétique. Donc c'est la version 2. Et j'avoue que, je rejoins ce qui a été dit, pour moi, cette dimension esthétique, elle peut coexister, elle peut être inhérente à certains éléments architecturaux, sans surcoût. Par contre, ça doit se penser aussi un petit peu, je parlais d'aiguillon tout à l'heure, ça doit se provoquer, même la beauté, ça peut être provoqué. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu. Puis dernier point, peut-être sur la beauté, je rebondis parce que c'est une anecdote très rapide. J'anime un petit groupe très informel, la moitié sont des neuroscientifiques, c'est une vingtaine de personnes, l'autre moitié architectes urbanistes, de différents pays, mais c'est plus pour
on s'amuse depuis 4 ans à réinventer un petit peu, à réfléchir aux passerelles. Et je demandais à un des neuroscientifiques, il est américain, je lui demandais comment vois-tu le beau dans la ville, sachant qu'il n'est ni architecte, ni urbaniste, ni géographe. Et sa réponse, alors qui a tétanisé, parce que comme c'était en visioconférence, on voit tout le monde, j'ai vu les 20, et il disait, moi le beau, quand je vais dans une ville, je regarde les coins de rue, je regarde les façades, mais je ne les vois pas vraiment, donc je vois la prosodie des façades. Donc en fait, il avait une réponse sensorielle de la ville, de la beauté, pour lui, quand il parlait des façades, de la prosodie, comme une prosodie musicale, c'est comme un rythme, en disant, d'ailleurs, ce sont les mêmes mécanismes de beauté musicale et de beauté architecturale au niveau neuroscientifique, disant, je n'y connais rien, mais ce sont les mêmes circuits corticaux. Et pour moi, ce sont les sens, et cette beauté, en fait, elle est autour de nous. Il a repris le sujet d'atmosphère, effectivement. Et donc, le beau ne se décrète pas, mais il peut se provoquer. Effectivement, il y a un moment de tétanie, je termine l'incise, mais des architectes urbanistes en disant, mais attends, les coins de rue, ça n'est pas un bâtiment, c'est un coin de rue. Oui, mais c'est ce que je perçois quand je me balade, je vois un coin de rue, je ne vois pas le bâtiment entier. Je vois ces rythmes, je ne vois pas la façade de loin, donc c'est sensoriel. Et donc le beau, c'est aussi cette expérience, et ça peut se provoquer. Et je reste optimiste, moi, sur ce pouvoir du beau, à faire avancer un petit peu je pense qu'on l'a tous expérimenté quand on est en voyage et qu'on a l'impression de saisir un peu la silhouette de la ville alors qu'on a juste été dans quelques rues, et ces villes qui font tout pour devenir un décor, un spectacle, qui ont repeinturé les façades, tout est très beau au sens spéculaire du terme, au sens où c'est un spectacle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que le beau en urbanisme, en architecture, n'est pas un beau qui se contemple seulement de l'extérieur. C'est peut-être une autre définition du beau. Peut-être que ce qui est beau aussi, c'est ce qui est habité, ce qui est vivant, ce qui a une âme. Et ça, c'est difficile à provoquer quand on fait des politiques publiques, quand on est architecte, de donner une âme à un endroit. Ça dépend de quoi, en fait? Ça dépend de l'intention qu'on met à penser le projet. Et ça dépend des gens qui font le projet. Si les gens qui s'impliquent et se mettent ensemble pour rêver et pour imaginer comment on passe du rêve à la réalité, ça va créer ce dont tu parles, forcément. C'est une question d'intentionnalité. Toutes nos actions, qu'elles soient architecturales ou urbaines, sont des questions d'intentionnalité totale. Si on se met à réfléchir, à parler, à rêver d'une évolution, d'un projet, d'autre chose, et forcément, on va chercher à créer du mieux, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien avant, mais du mieux, parce que sinon on ne serait pas autour de la table à faire le projet. La vie dont tu parles va arriver de fait. Et ce qui est réel et fort dans ce que tu dis, c'est que il faut se rappeler que la ville, ou l'architecture, c'est pas un état en soi, c'est un changement d'état perpétuel, tout le temps. Et on n'en perçoit pas la totalité, on perçoit que des bribes, des moments, on repasse 2 heures après, on repasse 1 an après, il y aura des choses qui seront les mêmes et d'autres qui auront changé, la lumière a changé, les feuilles sont tombées, il y a plus de monde en bas, il n'y a personne, la lumière est éteinte, la lumière est allumée, et c'est cette totalité-là qui crée l'urbanité et la qualité, en fait, dont on cherche tous à réaliser. Ça me rappelle, en phénoménologie, en philosophie, je crois que c'était Merleau-Ponty qui prend l'exemple d'un objet, et il dit on ne pourra jamais en faire le tour totalement, nos perceptions sont uniquement par esquisse. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu racontes là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une vision, on ne peut jamais dire Paris c'est comme ci, Toulouse c'est comme ça, Agen c'est comme ça, parce qu'en fait la ville elle est constituée par tous ses habitants et à travers le temps aussi par ses différentes évolutions. Du coup c'est difficile parce que quand on se projette, quand on essaye de planifier, on ne peut pas préméditer tous ces développements, toutes ces incarnations, la manière dont ça va prendre ou pas prendre, en fait, ça ne dépend pas forcément de vous.
Je rebondis sur Merleau-Ponty, parce qu'on a dans le petit groupe un philosophe qui est fan de Merleau-Ponty et du Husserl, donc vraiment de phénoménologie, et il nous ramène souvent parce que, à l'aspect sensuel, en nous disant, mais justement, il faut provoquer ce cheminement vers le beau, mais l'agréable aussi, l'épanouissant, parce qu'il y a aussi l'épanouissement, qui est sans doute... je pense, une des aspirations qu'on peut attendre de la ville. Et ce qui me frappe, c'est que dans ce cheminement qui était évoqué, qui se fait souvent à tâtons, parce qu'on n'a pas, je vais dans les projets urbains que j'avais pu suivre, il n'y a pas eu un déclencheur immédiat, c'est souvent une réaction, comme dans une conversation. On réagit, non, je mettrai là. Quand les maires des deux villes ont essayé d'imaginer ce projet commun, il y a eu vraiment des itérations, non, je ne ferai pas. Et au final, à la fin de la journée, il commençait à y avoir quelque chose qui se dessinait. Mais ça s'est fait comme une sculpture, c'est-à-dire par pans. Et au début, c'était vraiment très dégrossi. Et ensuite, ça s'est affiné. Donc ça, je pense que c'est la manière aussi dont on fonctionne. Et effectivement, sur la convergence de vues, la divergence, pardon, de vues, je pense que c'est important parce que la ville, elle a deux problèmes lorsqu'on l'aborde. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je travaillais dans d'autres secteurs. Je me destinais plutôt, tu parlais de spatial, au début au spatial. Donc ça fait qu'une quinzaine d'années que j'apprends la ville. Mais il y a deux facteurs, moi, qui m'ont frappé quand j'ai commencé à y réfléchir un peu. La première, c'est la complexité. C'est-à-dire que, effectivement, ce ne sont pas seulement les constructeurs, les urbanistes, ce sont les géographes, les sociologues. Et chaque fois que j'allais voir, effectivement, des spécialistes, le sociologue allait me décrire juste les personnes en occultant complètement les formes. A contrario, effectivement, les architectes plus sur les formes, l'urbaniste, le global, le paysagiste. Et chacun avait son prisme. Et ce qui me fait dire, effectivement, c'est extrêmement difficile à appréhender parce que c'est complètement pluriel, c'est extrêmement complexe. Et donc très difficile à aborder. Puis une deuxième difficulté, en animant ce petit groupe, j'ai compris qu'il y avait le même problème, c'est de penser sur soi-même. C'est-à-dire que les neuroscientifiques me disaient le plus gros problème qu'ils ont, qu'ils soient physiologistes, qu'ils soient anatomistes, c'est de penser sur la pensée. Parce que c'est le cerveau qui pense sur le cerveau. Et ils avaient énormément de problèmes avec ça. Pourtant, certains très éminents. Et sur la ville, on a parfois ce problème, c'est qu'on est immergé dans la ville. Donc on la vit, et ce qui est épanouissant, c'est passionnant. Mais d'avoir ce recul est extrêmement difficile. Et d'avoir moi j'ai un petit, depuis 2-3 ans, ce que j'ai fait, j'ai pris une cinquantaine de mots. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais sur qu'est-ce qu'une ville ? Alors je mets ville, personne, bâtiment. C'est une cinquantaine de mots et je les lis une fois par mois, ces 50 mots. Et ces 50 vues de la ville par des prismes différents de sociologie. Et c'est juste pour faire un petit reset cérébral, parce que j'ai peur d'être conditionné sur mon expérience. Mais c'est un petit bac, en fait. Ouais, c'est un petit bac urbain. Est-ce que tu voulais réagir ? J'ai vu un moment peut-être sur quand il a parlé des esquisses, de la manière dont se construit un projet d'urbanisme. Non, c'est vrai que ce que j'entendais de l'expérience que tu partages, je trouve que le mot itératif est extrêmement important. En fait, il y a un mot qui me plaît pas, entre guillemets, c'est planification. La ville, de mon point de vue, ne se planifie pas, ne devrait pas se planifier. On l'a planifié au XXe siècle pour des nécessités que l'on connaît tous. Il a fallu la reconstruire très vite en Europe, et ailleurs. Il a fallu intégrer une population grandissante, mais la planification est justement l'antithèse. En même temps, on la compare à un cerveau humain. Donc, et c'est assez juste au sens où c'est une organisation extrêmement complexe, impossible à décrire dans sa globalité et impossible à décrire dans une forme totale qui dirait qu'on en a sa définition complète. Et une fois que, si on considère la ville de cette manière-là, effectivement la pensée, c'est se mettre dans une situation
pour pouvoir imaginer des situations de projet où le mot itératif me paraît extrêmement important. Et itératif, ça veut dire qu'on est à plusieurs, et donc itératif, c'est aussi l'opportunité de discuter, non pas juste entre urbanistes et architectes, en fait. La ville, elle devrait se faire avec tous les acteurs de la société, que ça soit des spécialistes de la construction, des spécialistes de la vie culturelle, des spécialistes de la vie commerçante, et les artistes aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Je ne suis pas experte de l'histoire de la ville, mais c'est relativement nouveau qu'on pose des choses comme ça, parce que jusqu'à un certain point, il s'agissait juste de... qu'il y ait des conditions salubres d'existence, qu'il y ait une forme de confort élémentaire. Et c'est assez récent qu'on se pose ces questions-là. En fait, je pense que les questions de salubrité, de confort, ça fait partie de la question de la fabrication de la ville, depuis l'histoire de la fabrication de la ville. Et on continuera, et les questions qui sont les questions d'hier seront les questions de demain, augmenter des problèmes liés à vivre à 9 milliards sur la Terre, en fait. Mais il faudra toujours récupérer de l'eau pour pouvoir se laver et boire, de savoir ce qu'on fait de l'eau sale qui a servi à nettoyer, gérer nos déchets, gérer la propreté et gérer tous ces problèmes logistiques que seront toujours une partie. On ne pense pas à la ville exclusivement pour ces problématiques-là. C'est ce que je veux dire. C'est que ça fait partie intégrante des réflexions et de la pensée pour avancer sur le projet. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la question de l'eau, de l'accès, je sais pas, à des sanitaires, etc., c'est une question de santé publique pendant longtemps. Et de sécurité aussi. Je sais que par exemple la place Bellecour à Lyon, elle avait été créée pour que les forces de l'ordre puissent se rassembler pour ensuite gérer un peu les ouvriers qui travaillaient sur les pentes de la Croix-Rousse. Donc il y a aussi une vision, en fait, avec la ville naît aussi le maintien de l'ordre. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la ville rend fou aussi, que l'éloignement du végétal, des cycles naturels. Là, il y a une question de santé publique aussi et de sécurité, parce que quand on devient fou, on s'en prend aussi aux autres. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, et est-ce qu'aujourd'hui, on peut réintégrer l'accès à la nature, l'accès à un monde tangible, au sensible, hein, vous avez parlé de sensible, comme aussi une manière de soigner la société, d'avoir un rapport à la santé mentale et à la santé des relations sociales? Je pense que oui. On peut. Et non seulement on peut, mais on doit, en fait. C'est plus fort que pouvoir, c'est un devoir. Et d'abord, c'est la prise de conscience, certainement, mais bon, ça, je pense que c'est déjà largement enclenché, on en parle et tout le monde en parle. Mais après, c'est la question de pouvoir. Et la bonne nouvelle, c'est que on a parlé du vide au début de notre discussion. En fait, il s'agit de décider, on fait quoi de ce vide ? On peut décider de redonner de la place à la nature, on peut décider de redonner la place à des éléments vertueux et dans une réalité économique et logistique et pragmatique qui évidemment vont croiser des problèmes comme ceux de la mobilité, ceux de la densification parce qu'on est plus nombreux, mais si on est d'accord avec l'idée de se mettre ensemble et de considérer qu'on fait la ville en la rêvant, en tout cas en rêvant un monde qui devrait être plus ouvert et plus respectueux, et en tout cas conscient d'une protection humaniste de notre société démocratique, je suis sûr qu'on trouvera des solutions. Et on en trouve déjà, en fait. Et je pense que ici même à Agen, si on creuse un petit peu, on a des exemples d'actions, et comme dans d'autres villes en France et à plein d'endroits. Mais cette conscience-là, elle est nécessaire, et je suis certain que des améliorations iront dans ce sens. C'est les enjeux, et je pense que ce sont les réels challenges du XXIe siècle. Ils m'auraient engueulé, en fait, parce que les anglicismes... ils détestaient. Attention. Mais c'est une question qui est un peu culturelle aussi, parce que je sais qu'dans les pays scandinaves, il y a le droit à l'accès à la nature. Je sais qu'au Canada aussi, il y a une culture du parc et de l'espace vert qui est beaucoup plus importante. Peut-être que c'est aussi une question de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous avez chacun travaillé à l'étranger, si ça vous a inspiré des choses. Je dirais qu'il y a une dimension spatiale claire, enfin, de se dire...
ce volume qu'on peut voir en tout cas dans certaines villes en France, en Europe. Après, ça va être différent. Je me rappelle avoir travaillé avec des collègues à Hong Kong sur un projet où on avait fait le fameux City Play, et donc on s'est dit on va essayer d'aérer un petit peu la ville. Et mes collègues, et puis on avait des parties prenantes de Hong Kong, me sont tombés dessus en disant non mais nous on a envie de faire quoi, on veut plus de monde, on veut pas non plus cet éclaircissement, cet éparpillement. Donc il y a des sensibilités qui vont être très différentes suivant les cultures. Moi c'est assez frappant, je crois que tu as dû le voir aussi dans pas mal de pays. Quand on allait au Japon, effectivement, les sujets qui revenaient, par exemple, j'avais demandé à un chef de quartier, c'était un ensemble d'immeubles, il y avait 5000 habitants, ils essayaient de réinventer une échelle intermédiaire entre l'immeuble et la ville. Donc ils réinventaient tout ça. Et donc il y avait un chef qui était là, et puis l'ensemble, donc c'est une structure qui n'existe pas de manière administrative. J'ai redemandé, mais comment est-ce que vous y prenez? Et il parlait justement de ces imaginaires, il parlait ensuite de la déclinaison d'imaginaires en association, pour recréer du lien, parce qu'en disant, même au Japon, effectivement, on manque de lien. Et lorsque je demandais quelle était l'association en fait, qui fonctionnait le mieux, c'était celle qui faisait vivre des potagers sur les toits. Non pas qu'elle produisait grand-chose, en fait, elle produisait quasiment rien, mais c'était le lieu de rencontre. C'est devenu le café, en fait, où il y avait toutes les générations, d'ailleurs, qui venaient et qui discutaient. Et il me disait, du coup, on est 450, parce qu'ils faisaient de la compétition entre associations. Et donc, on est les premiers, mais derrière la compétition, c'était ça. C'était pour recréer du lien dans cet ensemble. Et je pense qu'effectivement, ce sujet de santé mentale, il y a cette dimension, on n'a pas beaucoup parlé de numérique, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais on vit dans un monde où on passe plusieurs heures en moyenne, adultes et, je pense, adolescents, enfants, on monte jusqu'à 5 ou 6 heures de temps éveillé sur 12, c'est 50% du temps, dans un monde numérique. Et quand on a des amis qui ne sont pas les amis que l'on voit en sortant, tu parlais des sorties tout à l'heure, quel est le terme Michel Serres disait les entrées, les sorties non dramatiques, voilà. Les sorties non dramatiques. Et lorsque le voisin n'est pas celui avec qui on discute pendant 5 heures, là, il y a aussi une distorsion. Et je pense qu'il y a un très gros sujet qui est de réconcilier le monde physique. Pour ça, je faisais ce petit clin d'œil en parlant de réseau social physique qui pourrait non pas suppléer, mais en tout cas se conjuguer au réseau social numérique. Mais c'est vrai que quand on passe 5 ou 6 heures en dehors, lorsque son cerveau, on parle du cerveau, n'est pas dans la ville, il est ailleurs. Et tant mieux s'il se balade. Mais, et que, par contre, on n'a personne autour de soi, là, il y a une vraie distorsion. Et je pense que sur la santé mentale, effectivement, il y a un sujet sur lequel il faut imaginer des futurs désirables. La solitude aussi, c'est ce que vous dites, effectivement. Vous voulez réagir En fait, complément par rapport à cette... c'est vrai que moi, dans ma vie d'architecte, j'ai eu la chance et j'ai la chance de travailler dans un peu partout autour du monde, donc d'avoir vu d'autres situations. Et en fait, c'est vrai que finalement, d'être aujourd'hui le 21e et ce numérique qui, tu le décris très bien, porte des ombres sur notre société et sur la connexion, à contrario, permet aussi d'être des fenêtres sur tout un tas de situations qui, elles, peuvent devenir une opportunité parce que curiosité, de superposer, de croiser, d'aller s'inspirer, d'aller contredire aussi, pour régler nos situations dans le lieu dans lequel on agit. Ça, c'est vrai que c'est un engouement. On peut créer des itérations avec des situations d'ailleurs qui peuvent nourrir ici. Voilà. C'est ce dont je voulais parler quand tu parlais de situations au loin. Oui, parce que je pose la question de...
C'est vrai que quand on voit les imaginaires autour de la ville de demain, il y a la science-fiction bien sûr, mais moi par exemple, je pense aux grandes villes, aux grandes mégalopoles asiatiques ou africaines, indiennes, on pense à New York, on a un imaginaire aussi d'un exotisme urbain. Je ne sais pas si par exemple quand dans les travaux au Moyen-Orient, en Asie, est-ce que c'est une vision du futur urbain qui est différente aussi d'en France ? En fait, j'ai l'impression que... Alors, réponse oui. Okay. Les visions des imaginaires de la ville de demain, ici et ailleurs, je les ai croisés, en tout cas, vu de ma fenêtre, dans des horizons différents et des perspectives différentes. Mais de fait, c'est logique parce que les problématiques ne sont pas posées de la même manière. Que ça soit au Moyen-Orient, le combat et les projets qui portent ces développements urbains ne sont pas alimentés et pour les mêmes raisons et ne se posent pas les mêmes questions que celles qu'on peut appliquer on va dire à l'Occident, à la vieille Europe. En Chine, c'est pareil. J'ai assisté à des situations qu'on connaît tous, d'explosion urbaine et à des vitesses folles et dans des volumes et dans des chiffres qui n'ont rien de comparable avec nous. Aux États-Unis, une ville comme New York se réinvente à chaque décennie et on voit bien en quoi elle marque et elle donne un marqueur d'invention qu'on va peut-être retrouver en d'autres endroits. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un autre thème de savoir quel est le croisement des visions. Oui, ils sont différents, mais se rejoignent par les questions de comment on se développe, malgré tout. Et moi, je pense que cette problématique de la ville de demain, en fait, on devrait la décrocher de la question de la science-fiction, parce que c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Et la réalité, elle passe par tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, par les gens qui la font. Et on n'a pas envie de vivre dans des visions futuristiques irréelles. Je pense qu'on a envie d'améliorer les situations. Et améliorer les situations, je pense que c'est une des clés, en tout cas un des sujets de réflexion qui peuvent alimenter les débats et les itérations pour avancer sur le projet. Je crois qu'on est dans un siècle où on devrait se poser la question beaucoup plus pragmatiquement et de façon beaucoup plus solide de faire avec. Plutôt que et quand je dis ça, je pose une rupture avec ce qui a été les 50 dernières années et la deuxième partie du 20e, je rase et je refais autre chose. Je crois que cette idée-là, elle n'est pas que pour des raisons de développement durable, d'écologie, non, pour des raisons de conscience et aussi de se donner des raisons d'invention. Faire avec. Ça veut dire qu'un immeuble qui aujourd'hui, peut-être on le considère plus très intéressant, en fait si, il l'est certainement. Si on dépasse et si on s'autorise avec les points de vue de chacun pour se poser la question de comment on peut faire autre chose. Et ça va poser la question à tout le monde, y compris à l'aspect réglementaire qui aujourd'hui est tellement... serré, multiplié, qui asphyxie en fait cette possibilité. C'est un vrai paradoxe sur lequel on ne sera pas suffisant pour pouvoir avancer. Mais ça, c'est un vrai sujet, faire avec. Et faire avec, ça veut dire qu'à mon avis, pour moi, la vraie science-fiction, ça serait aussi de considérer que les tout petits villages restent des lieux de vie qui restent connectés à l'ensemble du tissu et restent existants dans les territoires. Et la ville, c'est pas juste la mégalopole. La ville, c'est être ensemble dans un tissu organisé, quelle que soit son échelle. À partir de combien de... Je me rends pas compte, qu'est-ce qui différencie par exemple un village d'une ville, c'est... le village, c'est déjà une situation urbaine d'ailleurs. Exactement, c'est ce que je veux dire là. Je pense que dès lors que ouais, c'est presque ça en fait. 2, c'est peut-être pas assez, mais 10 maisons, on est déjà dans une situation urbaine. J'exagère un peu, mais voilà, 300 habitants, c'est déjà une ville. C'est déjà une ville. Dans ma représentation. Voilà. En discutant avec nos amis chinois, ils vont te dire 100 000 personnes, c'est un hameau. Donc c'est vrai que c'est du gigantisme où 1 million de personnes, c'est un mot. Donc, c'est pour ça, et c'est assez frappant parce qu'effectivement, j'avais passé moi quelques années
Je parlais du Japon, j'ai vécu quelques années, et l'imaginaire est quand même différent. Les sensibilités sont quand même différentes, donc ça c'est clair. Par contre, les aspirations, c'est ce qui est rassurant aussi. On parlait du beau tout à l'heure, de la dimension à l'autre. Elles se retrouvent, donc sous des formes différentes. Mais ce lien social, je parlais de cette association effectivement de jardins sur les toits, ça se retrouve, ce besoin donc, qui est humain, quelque part, se retrouve. Avec des sensibilités, effectivement, qui peuvent être assez différentes. Donc moi, c'est ce qui m'a frappé sur les évolutions. Après, on parlait de ces déclinaisons un peu propres. Enfin, tu parlais de la Chine, du Moyen-Orient. Je pense que sur la manière d'amener ces projets urbains, d'amener ces utopies, en fait, quand j'avais demandé à des étudiants de faire un projet sur la ville de demain désirable, c'était il y a 3 ou 4 ans, on était revenu au bout de jeune homme, jeune femme qui avait 22, 23 ans, sur un ensemble de films. Alors il y a Blade Runner, enfin il y a un ensemble de films qui étaient des dystopies urbaines. Et donc le titre en fait de leur stage, ils m'avaient proposé d'être maître de stage, c'était la ville de demain et en fait quelles peuvent être des villes de demain. Et effectivement ma réaction c'était de dire si effectivement votre premier jet c'est toutes les dystopies urbaines possibles imaginables dans les films de science-fiction, c'est vraiment déprimant. Et donc je leur ai demandé une seule chose, je dis conservons ces dystopies, enfin bon ça fait partie de l'éventail des possibles. Mais réfléchissons aussi, on ne va pas s'interdire de réfléchir à des utopies qui vont parler de bonheur en préambule, qui peuvent sembler naïves, mais qui peuvent aussi faire rêver, qui peuvent nous pousser. Et on s'était revus un mois plus tard, et c'était assez amusant, parce que bon, il y avait toujours les films un peu apocalyptiques qui étaient toujours là, mais il y avait un certain nombre de films sympathiques, parce que c'était à travers une filmographie, en fait, le prisme, c'était à travers la filmographie, d'essayer de penser la ville. Et effectivement, on voyait qu'il est possible aussi d'avoir ces utopies proches de chez nous, sans être complètement dans l'irréel. Et je prends effectivement les rencontres philosophiques d'Agen. Quand j'ai regardé le programme, j'ai vu que nous avions, ce soir, nous étions dans la salle des illustres, c'était à la mairie, qui avait un programme au théâtre, qui en avait au tribunal. Et donc, on a des lieux qui changent et qui deviennent salles de conférence. Et ces lieux ils peuvent muter, ils peuvent évoluer, ils peuvent être réversibles, ils peuvent être mutables. Et donc, c'est une utopie tout à fait possible. Et tu parlais de reconstruire la ville sur la ville. Une ville peut... La plupart des bâtiments sont utilisés à 20-25% du temps. Ben, on peut imaginer, comme vous le faites ici à Agen, ces évolutions, ces réversibilités, passer de l'un à l'autre, partager un espace, faire se parler Et ça semble utopique, mais vous le faites là, cette semaine, et donc ça l'est plus. Voilà. Donc c'est un début, moi je pense qu'on touche à l'utopie. Ouais, parce que je crois que les utopies, le livre de Thomas More par exemple, c'est un non-lieu. L'utopie, c'est le lieu qui n'existe pas. Ce qui entre un peu en contradiction avec ce que vous disiez tous les deux, d'ailleurs, sur il faut faire avec ce qu'on a, quoi, aussi, résister d'un côté le déterminisme de celui qui va dire comme ça va mal, ça va aller de pire en pire, mais à l'inverse aussi le rêve de la table rase. Et il faut peut-être trouver un chemin entre les deux. Oui, effectivement, parce que la table rase, je pense pas que ça soit une bonne... Ceausescu à Bucarest. C'est pas franchement une bonne solution. Mais c'est vrai que l'utopie de Thomas More est fondamentale et elle est structurante. Mais en fait, ce qu'il faut entendre et qui, moi, me paraît formidable, tu le décris bien en fait, mais dès qu'on est dans le faire, on n'est plus dans l'utopie. Et c'est ça qui est intéressant. L'utopie, c'est la description, finalement pour moi, l'utopie, c'est l'effort de chacun à pouvoir être société. Voilà, être société, et du coup, la ville n'est rien d'autre que l'abri et que l'accompagnement de l'espace qui fait qu'on est société, qu'on essaye de l'être. Et c'est pas facile, c'est un combat pour chacun et envers soi-même aussi par rapport à ses actions. Et la manière dont on s'y prend à se mettre ensemble pour essayer de la penser, déjà cette conscience-là, elle est importante. Moi, je rêve d'une ville horizontale qui abrite
et qui accueillent ensemble et qui protègent et qui permettent de se mettre ensemble. Je rêve pas d'une ville avec trop de murs qui séparent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que quand j'ai découvert Thomas More, sans être un spécialiste, il y a deux choses qui m'ont un peu heurté. Il y en a deux que j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a heurté, c'est le terme d'ailleurs utopie, effectivement, c'est la négation du topos, la négation du lieu. Et puis évidemment, ces 56, je crois, configurations qui étaient irréalistes ou pas loin d'être irréalistes. Donc ça, effectivement, je me suis dit quand même un peu dommage. Mais d'un autre côté, c'est quelque part la contribution à payer du rêve, parce que ce qu'il fait, on en parlait tout à l'heure, il embarque. En fait, il s'extrait. Et c'est ça qui, je pense, a choqué ses contemporains, dans le bon sens du terme. Et encore aujourd'hui, nous frappe quand on aborde sa pensée, c'est qu'il nous extrait en fait de notre quotidien. Et puis, effectivement, le deuxième point positif, c'est qu'à chaque fois, et c'est quand même point fondamental, c'est faire lien, c'est faire société, faire lien, sous des formes complètement, effectivement, surprenantes parfois, mais c'est toujours une constante. Et donc ça, c'est, je pense, vertueux, de toujours l'avoir à l'esprit, parce qu'on parlait tout à l'heure d'itération, ne pas savoir. Je suis très mauvais dans les puzzles, et on m'a dit un jour, c'est pas très gênant, en fait, il faut avoir l'image globale du puzzle, et puis même si il y avait 800 pièces, après on les met comme ça, mais on ne peut pas savoir où seront les 800 pièces. Et je pense pour la ville, c'est pareil, avoir quand même quelques idées de projection, puis après se retrousser les manches et se dire, bon, mais par tâton, à tâton, on fait avancer. Je pense que c'est une belle façon de conclure ce dialogue, de se dire que peut-être que pour penser la ville de demain, il faut commencer par arpenter la ville d'aujourd'hui, descendre dans la rue et regarder ce qui se passe déjà, comprendre les problèmes, comprendre les désirs et oui, effectivement, l'arpenter à hauteur d'homme plutôt qu'à vol d'oiseau ou uniquement avec Google Maps. Je vous invite maintenant, si vous avez des questions du côté du public, à nous faire signe. Oui, très bien. On a encore une vingtaine de minutes, du coup, vous avez le temps. Oui, je trouve, d'abord je salue Aurélien, je suis content de le retrouver, qui a des racines à Genèse. Je voudrais vous porter deux soucis d'un maire, donc beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique. Là, vous avez mis le débat très haut, et vous entendre là-dessus. Premier souci, la place de la voiture dans la ville. S'il y a quelque chose d'éminemment donc politique, on sait qu'il faut décarboner, du vélo, des arbres, tout ça, mais il faut aussi des voitures, stationnent. Cet équilibre-là, comment vous le voyez, vous d'abord, comme avec vos convictions, votre métier, et comment et avec quelle gouvernance faut le prendre, parce qu'on sent bien que c'est éminemment politique, hein. C'est d'ailleurs très corrélé. Les gens qui sont à fond pour la bagnole, ils sont plutôt du côté de la droite. Les gens, vous voyez, donc voilà. Première question sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est la place de la voiture dans la ville. La deuxième, à un moment, vous l'avez, vous, madame, abordé, c'est la montée de la solitude en ville. Agen, c'est 22 000 logements, à peu près donc 12 000 occupés par des personnes seules. Alors, solitude voulue, mais solitude imposée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur justement cette réalité sociologique lourde? Parce que c'est ça la ville aujourd'hui. C'est faire fonctionner des gens dont la majorité sont seuls dans leur... pas tous, mais majoritairement. Voilà. Et puis vous avez dit, toi Aurélien surtout, tu as dit il faut travailler ensemble, mais la vraie gouvernance, dans la vraie vie, c'est-à-dire le maire, les gens, les architectes, qu'est-ce qui s'approche des bonnes pratiques? Voilà. Alors, c'est vrai que ce sont des sujets éminemment centraux. Pour le premier, sur la mobilité, j'avoue que je parlais tout à l'heure de ce jeu qu'on avait mis en place
qui s'appelait CityPlay, pour essayer d'imaginer les projets urbains. Un des sujets les plus épineux, c'était la mobilité. Ça se jouait, en fait, on mettait des cartes vertes et des cartes rouges sur ce qu'on souhaitait pour le projet urbain, ce qu'on ne souhaitait pas, et on regardait où les sujets, où est-ce qu'on avait le plus de cartes rouges et vertes, et c'est là où on passait du temps à réfléchir. En fait, la question, c'était une sorte de damier, et la mobilité était représentée, et souvent, c'est là où on avait le plus d'hétérogénéité des réponses, c'est-à-dire qu'il y avait le plus de visions divergentes sur la mobilité. Certains disant on ne veut plus de voitures dans les villes doivent être piétonnes, et d'autres disant mais oui, mais nous on a besoin aussi de se mouvoir. On parlait de relation à l'autre, il est aussi peut-être à 1500 mètres ou à 2 km, mais même pour 2 km, moi j'ai besoin de prendre une voiture ou une autre forme de mobilité. Et donc il y a eu énormément, en fait, au fil des ans, même si effectivement je travaillais dans une organisation qui était pour beaucoup axée sur les bâtiments, beaucoup de temps au fil des années sur les mobilités. Et du coup, pendant un an, en fait, on avait regardé ce qui se faisait un peu partout dans un certain nombre de villes dans le monde, ce qui était assez intéressant. Et à chaque fois, c'était essayer de se trouver, on a plusieurs fois parlé de cet équilibre entre la préservation nécessaire aussi de certains endroits piétons, et puis la nécessité de se mouvoir. Donc il y a évidemment cette expérimentation, par exemple à Barcelone, qui s'appelle les Manzana, Super Manzana. Là aussi, il y a qui sont des sortes d'îlots qui sont préservés des voitures, sauf parfois pour les riverains. Et donc il y a des expérimentations qui se font. Je ne crois pas qu'il y ait une panacée, mais c'est vrai que c'est, vous avez raison de le dire, je pense que c'est un des sujets les plus clivants aujourd'hui, sur lequel on a besoin de... On parlait tout à l'heure de consultation, de parties prenantes, d'avoir ces regards multiples. Je dirais ce point sur ce sujet. Et puis sur effectivement la dimension de solitude, c'est effectivement, personnellement, je pense collectivement, un sujet effectivement d'ampleur. Vous disiez sociologique, oui, je pense que c'est un sujet national qui se décline différemment suivant les villes, mais c'est un sujet national que l'on voit partout. Et on parlait de ce brassage des lieux, cette évolutivité des lieux, pardonnez-moi, cette cohabitation d'usage, cette partition d'usage qui se fait très peu dans les bâtiments. Les bâtiments, souvent sur l'habitation, ça reste encore ancré. Et arriver à le faire vivre pour permettre le brassage des générations, le brassage des personnes, je pense que c'est quelque chose qui est un besoin latent, mais qui effectivement... suppose d'avoir ces petites catalyses. Alors là, je remets la balle dans votre camp, mais je pense que c'est collectif, c'est d'arriver à susciter sur un sujet national, d'arriver à avoir ces activités très locales pour désenclaver. Monsieur le maire, merci. Et ces 3 questions formidables. La place de la voiture, d'abord. Juste déjà, ça fait à peu près 187 ans que je suis pas revenu à Agen, presque, et je vois que déjà vous avez changé beaucoup de choses. Moi, de mon temps, il y a très très longtemps, à Jasmin, on passait en voiture. On n'y passe plus, ou différemment, ou beaucoup moins. Ce que je veux dire par là, c'est que cette problématique, en fait, elle nous dépasse tous, et vous savez comme moi que pourquoi les voitures ont totalement défiguré, changé, transformé, fait muter les villes occidentales et autres au XXe siècle, c'est par le truchement de 3 grands lobbies américains qui sont ceux de pétrole, caoutchouc et de la voiture. Et qui ont sorti tous les réseaux de tramways électriques qui étaient présents dans toutes les grandes métropoles, en place, à Los Angeles par exemple, mais ailleurs, et qui ont lancé une espèce de vague de pouvoir politique économique qui ont transformé, métamorphosé les villes. Aujourd'hui, on fait machine arrière. Et vous faites machine arrière comme tout le monde fait machine arrière. Regardez Paris. On le pratique. On s'en plaint parce que on peut plus rouler à toute allure rue Rivoli. Et que la transition pour essayer de redonner la rue aux piétons qui, de tout le temps de l'histoire de la ville, sur des siècles en fait. Donc ça veut dire que la voiture, elle est là. Mais elle va disparaître. Je vous le dis, je ne suis pas oracle, mais la voiture est morte. Pas encore, mais elle le sera. Et pourquoi elle le sera ? Parce que la voiture, à terme, s'arrêtera aux entrées des villes
Et je vous donne une preuve de ma conviction. On conduit de moins en moins. Elle nous conduit. Il y aura toujours des petites caisses en métal qui se déplaceront peut-être avec d'autres formes d'énergie. Je ne suis pas en train de dire que la mobilité et la nécessité de se mouvoir dans des distances courtes, moyennes et longues n'existera plus. Évidemment qu'on va continuer à bouger, mais on va continuer différemment. Et le politique, le pouvoir politique et la pensée qui va permettre à chacun de s'engager fait qu'elle va être repoussée d'espaces urbains où le piéton devrait, et pas que le piéton d'ailleurs, on parlait de la nature, mais on parle d'équipements dans la rue, on parle de lieux dans lesquels il se passera des choses. Moi je suis persuadé, la mutation est déjà engagée, j'en suis sûr. En ce qui concerne la solitude, évidemment, ça je pense que comme tu l'as dit François, c'est un problème de société qui est évidemment élargi à la question des architectes et des urbanistes et qui... comment dirais-je, je ne suis pas un défenseur des déesses des petites victoires, quoique, mais en fait c'est la conscience de chacun qui doit commencer. Et d'un point de vue pragmatique, c'est de commencer à avoir des actions sur l'ouverture et de permettre d'avoir des lieux où les gens... On peut réfléchir en tant que spécialiste de l'espace autour de vous, à faire en sorte que les gens aient plus de chances de se croiser que ce qui n'est le cas aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une réponse pragmatique et opérationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment faire les tables? Ben, en fait, invitez-nous. Voilà. Et en fait, vous l'avez déjà fait. Et vous le faites déjà. J'en suis non seulement un acteur, mais un témoin. Et vous êtes de ceux qui repoussent les limites, comme vous l'avez fait en invitant et en permettant à Jean Nouvel de venir construire à Agen, avec mon ami François Delasserre, architecte ici, et ensemble, vous avez repoussé les limites. Ce que vous faites ici et la participation de cet événement repousse les limites. Et je pense que c'est déjà une marche avant, un pied devant l'autre, comme dit l'autre. La question de la mobilité, c'est celle que je voulais poser, donc vous y avez répondu en partie, parce qu'en fait, j'imaginais cette phrase comment penser les transports en commun de demain. Donc ça n'est pas que le problème de la voiture, et c'est vrai que vous avez beaucoup parlé de comment vivre la ville. Il faut aussi pouvoir accéder à la ville, et la mobilité donc est une chose absolument, c'est un critère prioritaire à tous les niveaux. Et vous avez aussi dit que la ville, c'était le problème des villes occidentales, mais je peux vous garantir que c'est un problème mondial. Et moi, j'ai beaucoup vécu en Asie, et qu'en Asie, vous connaissez les problèmes de pollution sonore et la pollution de l'air, et c'est devenu dans des villes qui sont absolument invivables. On ne peut même pas parler de vivre la ville. Je veux dire, on se tue en ville. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui me paraît prioritaire, rouge. Quoi. Pour rebondir, un brûle-pourpoint sur les mobilités au sens pluriel, effectivement. Ce que j'ai trouvé intéressant je parlais de l'expérience barcelonaise, c'est pas tant le manzana, ce qu'ils appellent le manzana, c'est le fait de commencer à expérimenter une multimodalité, parce qu'elle est piétonne, mobilité douce et voiture, sachant que les voitures, effectivement, à Barcelone, elles vont très vite. Puis ne parlons pas, effectivement, alors si on parle en Chine ou au Japon, c'est décuplé. Et moi, j'ai le sentiment qu'on a aujourd'hui, effectivement, un spectre en fait, des possibles en mobilité piétonne, mobilité douce au pluriel, mobilité historique, effectivement, dans l'après-guerre qui a explosé sur l'automobile, et qu'elles peuvent se conjuguer avec des réflexions, effectivement, jusqu'au périurbain, pourquoi pas, sur certaines villes le font, Vienne, on a des expérimentations de conjuguer ces mobilités. Par contre, ça ne se fait pas à marche forcée, parce que les mobilités, c'est des temps longs, les infrastructures des temps longs, et si effectivement on fait des pistes cyclables, et je ne parle pas d'une ville en particulier, mais en 2 ans, il y a forcément une congestion, il y a forcément un problème.
Et effectivement, on parlait du corps humain tout à l'heure, nous-mêmes, on a des autoroutes, on a des circulations sanguines, on a des petits chemins. Tout le vivant est construit comme ça, les arbres sont construits comme ça, tout le vivant est construit sur des choses qui vont très vite et loin, des choses qui vont un peu moins vite, un peu moins loin, des choses qui vont beaucoup plus lentement et beaucoup plus proches. Et c'est souvent cette combinaison, on la retrouve partout, on parlait de nature, partout dans la nature, mais on ne la retrouve pas dans les villes, c'est vrai. Et dans les villes, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit ce que disait Monsieur le maire, effectivement, ces débats très clivés, très clivants. Et moi, je pense possible, alors c'est peut-être une utopie, mais d'avoir ce cocktail, ce bouquet, entre guillemets, de mobilité. Mais effectivement, ça doit se passer dans le temps et puis se coordonner. Je pense que c'est se décliner. Mais ce sera, je pense, progressif, mais possible, une utopie réalisable. En addition, simplement, c'est vrai que sur la question de la mobilité, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des problématiques de territoire urbain en zone rurale et des problématiques de mobilité dans des villes qui sont plus grandes. Ça, c'est évident. Pour autant, mon propos se tenait dans le cadre du territoire urbanisé, où je pense que la marche à pied, additionnée à un système et à de l'effort sur les transports en commun, me paraissent être l'élément numéro 1 de travail. Sur la ville, autre que la ville occidentale, vous avez évidemment raison. Je ne considère pas qu'il n'y a pas de problème dans la ville en Asie. Et je faisais simplement référence au fait que, culturellement, les questions que se posent dans chaque situation peuvent varier, même si les impondérables de qualité d'air et de qualité environnementaux au sens propre sont communes à tous, évidemment. Bonsoir, je vous remercie pour ce sujet, pour vos compétences et puis votre côté passionné à tous les trois. Je trouve que c'est vraiment génial. J'ai grandi à Agen, j'y suis née, j'ai vécu dans la Genée pendant 20 ans. Ensuite, j'ai goûté à Bordeaux, j'ai vécu 2 ans à Paris. Et j'ai choisi Bordeaux à 23 ans. Je sentais que cette ville allait bouger et c'est une très belle ville. Ma question concerne un sujet qui me tient très à cœur, qui est la parentalité, la petite enfance et l'enfance. Et j'espère qu'elle ne sera pas trop ciblée, parce que c'est vraiment ma marotte. Et je me demande si les spécialistes que vous êtes et vos collègues, vous envisagez la ville à hauteur d'enfants. Est-ce qu'on écoute les enfants sur ce sujet? Est-ce que les conseils municipaux des enfants écoutent leurs suggestions sur ce sujet? Voilà, ça me tient très à cœur. Merci. Alors je vais vous faire une confidence. Effectivement, il y a 3 ans, j'ai recruté une anthropologue dans mon équipe, franco-colombienne, aujourd'hui franco-colombienne. Et on a eu de longues discussions sur la manière justement d'aborder certains projets. Et un jour, effectivement, elle me dit, écoute François, j'aimerais aborder un sujet, c'est à Marseille, sur des écoles. Mais au-delà des écoles, c'est sur une réflexion urbaine à hauteur d'enfant. Et j'avoue que la première réaction, je me suis dit, quand même, on y fait attention aux enfants. Il dit, non, mais tu comprends pas ce que je veux dire, c'est vraiment se mettre physiquement, mentalement. Alors elle m'expliquait ça de manière très didactique, en tant qu'anthropologue. Parce que tu as tes prismes, tu peux penser qu'un enfant pense, mais c'est différent de faire ça, ou de réunir des enfants et de leur dire qu'est-ce que vous attendez de votre école et de la ville. Et donc on est parti là-dessus, sur ce projet qui était extraordinaire, pendant plusieurs mois, qu'elle a mené de main de maître, avec la collectivité, avec la municipalité de Marseille. Je trouvais ça extraordinaire, c'est assez bouleversant aussi, ça a beaucoup... je veux dire, quelque part pris le contre-pied d'images que je pouvais avoir et qu'on pouvait avoir d'ailleurs sur ce que pensaient les enfants. Donc elle a fait par le truchement de maquettes, de dessins, donc il y avait des techniques aussi, des manières de faire émerger en fait leur vision. Et à titre personnel, j'avoue que pour moi il y a eu un avant, un après. Et je me suis dit, il faut vraiment que je rajoute dans ma petite liste enfants. La ville par les enfants, parce que ça n'y était pas. Évidemment, je me mets dans la continuité de ce que tu dis. Comme architecte, en fait, le fait de l'exercice d'essayer de voir l'espace différemment, et donc dans une
un rapport d'échelle en fait, parce que rentrer dans les yeux d'un enfant, se mettre à la hauteur d'un enfant pour en comprendre évidemment les dangers, parce qu'on parle de ça en premier, et c'est vrai. C'est un exercice que on a l'habitude de faire aussi. On se met dans d'autres situations pour projeter sans aucune certitude quant à la capacité à couvrir tous les sujets, à répondre à toutes les questions. Mais ce transfert-là, cet exercice, il arrive qu'on le fasse, et qu'on le fasse aussi dans le sens pour se protéger de ce dont on parle là, mais aussi pour essayer d'imaginer et de rêver des situations différentes qui donnent des idées et qui créent des espaces auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait cet exercice-là d'intégrer l'échelle de l'enfant dans le projet. Donc c'est, je dirais, comme tu dis, c'est un élément qui s'additionne et qui devient... faire un projet, c'est additionner des calques, c'est superposer tout un tas de couches, d'éléments, de problématiques. Et il l'est régulièrement dans le jeu de cartes de ces éléments, quand on pense. Ouais. Merci pour cette intervention sur les enfants. Je compléterai sur les situations de handicap, parce que j'y suis confrontée aussi au quotidien. On parle des enfants en hauteur, mais on parle aussi des gens assis. Mais dans les handicaps, il y a des handicaps invisibles qui sont très rarement pris en compte. Et on a parlé tout à l'heure du sens, des sens de... Vous avez parlé notamment de l'âme de la ville et de l'éveil des sens qu'on pouvait avoir. Et moi, ça m'intéresserait vraiment qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait sur cette notion-là du handicap et des handicaps dans la ville. Alors merci pour le vélo à Agen, parce que je redécouvre moi aussi Agen après des années où je suis partie travailler à l'étranger. Agen a beaucoup évolué, les pistes cyclables aussi, mais il y a plein de choses intéressantes à voir quand on est sur un vélo et qu'on est touché par un handicap, et ça, ce serait intéressant qu'on y travaille ensemble, tout simplement, en partant en vélo ensemble et en partant à pied ensemble avec des gens en situation de handicap divers, parce qu'il y a plein de solutions possibles. Et ces solutions, vous en avez parlé, c'est de la communication. Il y a plein de choses qui sont tout à fait faciles à résoudre, rien qu'en communiquant. Et puis je voudrais parler d'autre chose, mais c'est cette discussion sur les enfants qui m'y a emmenée. C'est Agen, ville de Michel Serres, qui était un amoureux de la nature, du Pont-Canal et de la Garonne. Et nous n'avons pas parlé d'un sujet qui me tient à cœur. C'est qu'Agen est en zone inondable. Toute la ville d'Agen est en zone inondable. Nous sommes un certain nombre à avoir à habiter des endroits qui n'étaient pas dits dangereux, qui deviennent dangereux, avec des maisons qui ont été bâties en rez-de-chaussée, qui aujourd'hui sont dans des zones dites rouges et décrétées par une nouvelle urbanisation. Comment pensons-nous la ville de demain sur le phénomène des crues, et comment pourrions-nous travailler là-dessus, puisqu'il y a des villes dans le monde qui ont travaillé sur le côté inondable, et au lieu de mettre des interdictions sur certaines zones, n'y aurait-il pas possibilité de faire des jardins au rez-de-chaussée et de monter de très beaux pilotis avec de très belles maisons qui auraient des vues absolument plongeantes et tout à fait utilisables? Voilà ma question. Faire avec. Moi, je pense que vous êtes la preuve de la nécessité de discuter, et pas juste entre architectes, parce que vous venez de dénoncer un magnifique projet et des intentions de projet suffisantes, entre guillemets, pour avancer et proposer des solutions sur des points dont on a parlé ce soir, à savoir faire la ville sur la ville. Évidemment que Michel Serres nous aurait parlé de sa Garonne, qui était son berceau, et parce qu'il était le sien, mais il est celui de cette ville. Et ce berceau, il est notre raison d'être, en fait, à Genève et autres. Mais parce qu'on est ici, il est notre raison d'être, dans le bien comme dans la difficulté. Et comme vous le faites remarquer, la conscience de la réalité du temps dans lequel on est, avec les eaux qui vont monter et peut-être les crues qui seront plus nombreuses que par le passé, c'est comme ça. Oui, plutôt que de détruire et de s'éloigner, faisons avec. Et cette conscience-là, non seulement elle est nécessaire, mais je pense qu'elle est déjà dans la tête et dans l'esprit
des gens qui se mettent autour de la table et qui avancent sur les différents projets. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, il faut faire avec et inventer avec les situations existantes. Je vous rejoins par rapport à tout ce dont on a parlé ce soir. Et je crois, pour rebondir sur la question des handicaps, j'aime pas dire du handicap, des handicaps, comme vous le dites, j'ai l'impression, et je veux pas pécher par optimisme, c'est pas du tout ma façon de penser, mais je crois qu'on est dans un temps où ces prises de conscience sont plus que réelles, et je pense qu'il ne faut rien lâcher, continuer aussi en l'intégrant avec nos enfants, et que les générations qui arrivent, ça va pas être ces questions-là ne seront plus une prise de conscience, mais une réalité, et que par voie de conséquence, si on arrive à discuter et à aller de l'avant ensemble, même si ce sont des challenges souvent très difficiles, hein, parce que oui, c'est compliqué pour les raisons qu'on connaît, mais je pense qu'on est dans une voie qui me rend un peu optimiste de ce côté-là. Peut-être que François... Très rapidement, alors ouais. effectivement, un des projets effectivement, sur lesquels j'étais amené à contribuer, c'est une école dont je m'occupe à titre personnel, je suis administrateur. Les étudiants ont souhaité, ce qui me donne aussi une once d'optimisme par rapport à ce que disait Aurélien, c'est les étudiants qui ont souhaité travailler sur le handicap. L'école se trouve à Arcueil, dans la ville d'Arcueil. Donc ce qu'on a fait pendant 2 jours, on a organisé une réflexion dans l'action, où ils ont exploré, tous les étudiants ont exploré Arcueil, la ville d'Arcueil, et se sont dit quelles peuvent être les manières d'aborder le handicap. Au début de la session, et je pense que moi c'était vraiment quelque chose d'important de l'avoir vécu, co-organisé, mais surtout vécu, j'ai souhaité qu'une personne spécialiste du handicap intervienne pour expliquer ce que c'était, et notamment les handicaps non visibles. Et l'immense majorité des étudiants, et votre serviteur, en fait, n'est pas vraiment conscience du spectre, parce qu'on a toujours un imaginaire des formes de handicap. C'était à travers des exemples très concrets. Et au bout des 2 jours, effectivement, il y a des bribes, des débuts de solutions. Et ce qui me rend optimiste, quelque part, comme disait Aurélien, c'est aussi une plus grande sensibilité, parce que ce sujet, il a émergé. C'était les étudiants qui ont souhaité l'aborder. Par contre, il fallait les éclairer. Effectivement, une spécialiste est venue les éclairer. Donc c'est important aussi d'avoir cet éclairage. Et sur effectivement, un sujet vous évoquez les crues, on parlait d'urbanisme et d'utopie. J'étais invité à une table ronde. En fait, j'en parle pas trop parce que ça semble un peu délirant. Mais c'était les Nations Unies, c'était au siège des Nations Unies à New York, sur des villes flottantes. Et en fait, sur ce sujet, en disant comment est-ce qu'on peut rêver de manière parfois un peu délirante pour essayer d'imaginer des solutions. Vous parliez de pilotis, quelles peuvent être les solutions? Et c'était très hétéroclite. C'est parti vraiment dans beaucoup de directions. Mais du coup, ça a raffermi mes convictions, un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, que quand je suis revenu en France et j'ai discuté avec mes amis, mes collègues, sur ce sujet des crues, il y a des solutions aujourd'hui. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font dans les laboratoires, des choses qui se font dans les villes. Donc, il y a des solutions. Et donc, il faut faire évoluer, effectivement. Il faut expérimenter, parce que c'est très nouveau. Ça s'accélère, évidemment, en ce moment. Mais il y a des bribes de solutions. Donc, je reste positif et je pense que l'utopie, pour revenir à ce qu'on se disait, peut être aussi un moteur, dans ce sujet notamment, de solutions. Je pense que Michel Serres serait content de cette conclusion qui est contre tous les nostalgiques qui disent que c'était mieux avant. Je pense qu'aujourd'hui, la ville est plus accessible pour les personnes en situation de handicap, pour les femmes. Peut-être demain, pour les enfants, elle sera plus sûre. Donc, c'est une note plutôt optimiste. Et je vous remercie beaucoup tous les deux. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre dans l'urne qu'il y a là-bas. Merci à Pauline. Je vous précise juste que sur cette... si vous voulez poursuivre sur la question de l'habité, notamment intergénérationnel et inclusif, demain après-midi, il y a la projection d'un film sur une maison qui accueille des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et des soignants. Donc là aussi pour repenser
l'habiter ensemble, cette fois-ci au prisme du grand âge et de l'inclusion des personnes qui ont Alzheimer du coup. Bonne soirée.